Saviez-vous qu'il fut un temps où la France construisait les camions les plus respectés et les plus impressionnants au monde, capables de traverser un désert, une carrière ou un chantier minier sans jamais flancher? Oui, je parle bien de Berliet, le géant lyonnais qui a façonné des générations entières d'artisans, de routiers et d'opérateurs du BTP. On parle d'une époque où un camion, c'était pas un bureau roulant avec 200 capteurs. C'était un bloc de fer conçu pour bosser, point final. Du GLR qui tractait sa vie entière sans broncher, au GBC 8KT que l'armée a trimballé partout comme si c'était indestructible, en passant par le mythique et monstrueux T100, Berliet, c'était la définition même du matériel sérieux. Berliet, c'était la France industrielle qui n'avait pas peur de salir, la France qui construisait, qui poussait, qui cassait, qui avançait. Et quand tu crois que c'était juste une marque de camion, rappelle-toi que même des anciens mécanos parlent encore du bruit d'un Berliet comme d'un souvenir de famille. Mais alors, comment un constructeur capable de sortir des machines aussi solides a pu disparaître presque du jour au lendemain? Pourquoi Renault absorbait Berliet? Et surtout, question que beaucoup se posent sur les chantiers, qu'est-ce qui reste de Berliet dans le BTP moderne? Spoiler, plus que tu le penses. Installe-toi, on ressort les archives, la graisse et les souvenirs. Avant de commencer, petite précision. J'ai passé plusieurs jours à croiser les archives, les catalogues d'époque et les documents de la Fondation Berliet pour faire une vidéo la plus juste possible. Mais comme on parle de machines qui ont parfois plus de 60 ans et de sources parfois fragmentaires, s'il reste une petite approximation, je vous demande votre indulgence. L'objectif, c'est de transmettre une histoire vraie, fiable et respectueuse du patrimoine Berliet. Partie 1. Les origines de Berliet. Si on veut comprendre Berliet, il faut d'abord comprendre Marius Berliet, parce que sans lui, la marque n'existerait tout simplement pas. Ce n'est pas un héritier, ni un businessman sorti d'une grande école. C'est un fils d'ouvrier lyonnais, né en 1866, qui découvre très tôt qu'il préfère démonter et remonter des pièces plutôt que jouer aux billes. À 15 ans, il travaille déjà dans l'atelier de son père. Et le soir, alors que tout le monde dort, lui va chercher des cours de mécanique. Pas par obligation, par passion. En 1894, il assemble son premier moteur. Pas un truc révolutionnaire, mais un moteur maison, fabriqué avec les moyens du bord, dans l'esprit très bricoleur génial qu'on retrouvera toute sa vie. L'année suivante, en 1895, il construit sa première voiture, encore une fois dans un atelier minuscule. Ça donne une idée du personnage. Pas de grande usine, pas de financement externe. Juste un gars déterminé, deux mains et une obsession pour la mécanique. En 1899, il passe à l'étape supérieure. Il achète un atelier de 90 mètres carrés au 56 rue Sullier à Lyon, où il installe officiellement son entreprise. C'est à partir de là que l'histoire industrielle commence vraiment. Mais Marius voit déjà plus grand. Très vite, les 90 mètres carrés deviennent trop petits. Alors, en 1900, il loue un atelier de 450 mètres carrés. Et 2 ans après, en 1902, il rachète carrément l'usine Audibert et Lavirotte à Montplaisir, un site de 5000 mètres carrés, une vraie usine pour un constructeur qui commence à penser en industriel. Et là, il va faire un coup de maître. En 1905, Marius vend la licence de fabrication de 3 de ses modèles, 22, 40 et 60 chevaux, à un géant américain, l'American Locomotive Company. À l'époque, vendre une licence à une entreprise américaine, ce n'est pas juste un succès commercial, c'est la preuve que les voitures Berliet ont une valeur technique réelle, reconnue à l'international. Cet accord apporte à l'entreprise des moyens financiers considérables, ce qui va lui permettre de s'industrialiser pour de vrai. Et ça va tomber à pic, car la Première Guerre mondiale arrive. L'armée française a besoin de camions fiables, robustes et produits en masse. Berliet répond présent, notamment avec le célèbre CBA, l'un des camions phares utilisés pour le ravitaillement du front, notamment sur la voie sacrée à Verdun. L'entreprise explose en volume. Les commandes militaires permettent à Berliet d'agrandir ses capacités de production à un niveau jamais atteint. Entre 1916 et 1918, Marius achète d'immenses terrains à Vénissieux-Saint-Priest, où il construit une usine intégrée. L'idée est simple, tout produire sur place. L'acier, les composants, les moteurs, les carrosseries, tout sortira du même site. C'est une vision ultra-moderne pour l'époque, digne des grands industriels internationaux. Cette usine ne servira pas uniquement pendant la guerre, elle deviendra le cœur de la production Berliet pour les décennies suivantes. C'est là que se construit l'identité lourde de la marque. Du camion solide, du diesel, du transport sérieux, loin des projets fantaisistes.
Dans les années 1930, Berliet adopte le moteur diesel pour ses modèles industriels, renforçant encore sa réputation de constructeur robuste et pragmatique. Et il y a un point que la Fondation rappelle clairement. Berliet n'est pas une usine, c'est un monde. En 1912 déjà, Marius crée une école d'apprentis pour former sa main-d'œuvre. Pas juste pour avoir des employés, pour créer une culture technique interne, un vrai savoir-faire français. Paul Berliet, fils de Marius, est né le 5 octobre 1918 à Lyon. Il entre très tôt dans le giron de l'entreprise familiale. Dès 1932, il suit l'école d'apprentis de l'usine de Montplaisir pour apprendre à se servir de ses mains. Après un passage aux différents postes de l'usine de Vénissieux à partir de 1935, il gravit les échelons. En 1954, Paul est nommé directeur général adjoint d'Automobile Monsieur Berliet. Sous sa responsabilité et celle des équipes dirigeantes de l'époque, l'entreprise modernise ses moyens industriels et élargit sa gamme. Développement des véhicules pour l'exploration pétrolière, les T100, autocars, véhicules d'incendie, et engage une stratégie d'implantation à l'étranger avec des unités d'assemblage. Brésil 1954, Algérie 1957, Maroc 1958. En 1962, Paul Berliet accède à la présidence d'Automobile Monsieur Berliet. La même année, il crée le Centre d'études et de recherche pour pousser l'innovation. Suspension oléopneumatique, dispositifs d'automatisme, injection directe diesel sont notamment développés dans cette période. À la fin de sa carrière, Paul Berliet fonde la fondation de l'automobile Marius Berliet en 1982, dont il est le président fondateur. La fondation a pour but la sauvegarde et la valorisation du patrimoine automobile régional et industriel, conservatoire d'environ 300 véhicules. Il cède la présidence en 2008 à son neveu Philippe Brossette, restant président fondateur jusqu'à son décès en 2012. Maintenant qu'on sait d'où vient Berliet, on peut attaquer ce que tout le monde attend, les modèles légendaires, ceux qui ont fait vibrer les chantiers et marqué plusieurs générations de chauffeurs. Partie 2, les modèles emblématiques Berliet. Quand on parle de Berliet, on ne parle pas juste de camions, on parle de silhouettes qui ont marqué des époques entières, de mécaniques tellement connues qu'on les reconnaît au bruit, et de modèles devenus des références dans le BTP, dans l'armée et dans les déserts africains. Les archives et les fiches techniques d'époque sont très claires. Certains modèles ont façonné le paysage industriel français. On déroule. 1. Les nez de requin. Cabine avancée, Berliet GBC 8KT, GBC-M. 1959-1976. Les sources le décrivent exactement comme ça. Un 6x6 conçu pour l'armée, basé sur la famille GBC, d'abord équipé du moteur Berliet NDS de 150 chevaux, puis du V8 635 développant 175 chevaux. Son surnom Gazelle vient directement de son capot en pointe très caractéristique. Ce n'est pas une légende rajoutée plus tard, c'est dans les documents d'époque. Après sa carrière militaire, il devient une véritable star des chantiers d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest. Le combo 6x6 plus simplicité mécanique plus refroidissement efficace explique pourquoi il a été massivement utilisé dans le désert, sur les pistes sablonneuses et les transports lourds, eau, gravier, sable, équipement. On en voit encore circuler en 2025 au Mali, au Niger, en Algérie. Le genre de camion qui n'a jamais demandé à prendre sa retraite. Berliet GLM10, GLM12, 1956-1965. Ce sont les premiers gros porteurs 6x4 réellement adaptés aux travaux publics. Ils inaugurent une cabine dite panoramique, appelée aussi cabine bulle dans la documentation, avec une visibilité largement améliorée. Le moteur est de 150 chevaux. La configuration est une benne marelle, des ridelles ou une caisse selon les besoins. Les archives de la Fondation Berliet rappellent que pendant les 30 Glorieuses, c'est littéralement le camion que toutes les entreprises de terrassement possèdent. Le GLM, c'est la définition même du camion indispensable. Berliet GLR8, 1955-1975. Ce sont les porteurs 4x2 les plus diffusés en France durant 2 décennies.
Il existe en diverses versions, M2, R, Major, équipés des moteurs magiques, puis du moteur 150 chevaux. Le GLR-8 est partout. Benne, bétonnière, plateau, bras hydrauliques. C'est le camion typique des chantiers français des années 50 à 70, celui qu'on voit sur quasiment toutes les photos d'archives. 2. L'ère des cabines relax, années 1960-1980. Berlier GR TR série 180 à 350, 1964-1980. Les modèles GR égale porteur et les modèles TR égale tracteur. Sont les nouvelles catégories distinctes, tous équipés de la cabine relax, une cabine considérée comme très confortable pour son époque. Les GR 230 et TR 280 en 6.4 sont décrits comme les références absolues des bennes de chantier et des semi-remorques 38 tonnes. Berlier GBH 4x4 280, 1973-1984. Les archives le définissent comme un 6.4 de 280 chevaux équipé d'un moteur V8 turbo. C'est la version renforcée pour les carrières, les gros terrassements et la voirie lourde. Benne de 16 à 20 mètres cubes. Le GBH, c'est simple. Si un chantier nécessitait de la puissance brute, on envoyait ça. Les monstres sacrés. Berlier T100, 1957. Impossible de parler Berlier sans lui. Les sources officielles sont claires. 700 chevaux, le plus gros camion du monde à l'époque. Seulement 4 exemplaires, construits pour travailler dans le Sahara, notamment autour de Hassim et Saoud. Long de 10 mètres, pneus de plusieurs mètres de haut, consommation gargantuesque, mais conçu pour tracter et transporter dans des zones où aucun autre véhicule ne pouvait travailler. Un symbole total du génie industriel français des années 50. Berlier TBO-15 Turbo Sahara. Version suralimentée des grandes familles militaires et sahariennes, destinée aux conditions extrêmes du désert. Tout ce que disent les sources, un TBO renforcé, pensé pour le Sahara, avec suralimentation. Pas plus, pas moins. Aujourd'hui, 2025, on retrouve encore en service des GBC, GBH, GR et TR. Surtout en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest et dans certaines exploitations minières isolées. En France, il existe une tendance forte à la restauration des GLR, GBM et GBC. Ils redeviennent des pièces de collection. Ce n'est pas du folklore. Les clubs et les expositions, Fondation Berlier, Rétromobile, convois patrimoniaux, en témoignent chaque année. Maintenant qu'on a vu les modèles emblématiques, il est temps de comprendre comment Berlier a réussi à imposer son style et ses technologies dans un marché en pleine mutation. Les innovations françaises. Berlier s'est toujours distingué par son pragmatisme et sa capacité à anticiper les besoins des chantiers. Dès les années 1930, l'entreprise adopte le moteur diesel, offrant des véhicules plus endurants et plus adaptés aux charges lourdes, alors que beaucoup de constructeurs travaillent encore à l'essence. La marque se distingue également par sa capacité à produire des camions lourds standardisés, conçus pour résister à des environnements variés et pour être facilement entretenus. Les modèles Berlier sont construits pour que les pièces soient interchangeables, les organes accessibles et les réparations réalisables même loin des ateliers modernes, sur des chantiers isolés ou dans des zones difficiles d'accès. Les innovations se traduisent aussi par des solutions concrètes pour les problèmes rencontrés sur le terrain. Pour le tractage de charges lourdes sur sable ou terrain meuble, les ingénieurs renforcent les ponts,
adapte les rapports de boîte et optimise le refroidissement moteur pour éviter les surchauffes. Pour le franchissement de pistes accidentées, des châssis renforcés et des configurations 4x4 ou 6x6 sont mis en place. L'objectif est toujours le même, garantir que le camion reste opérationnel, quelles que soient les conditions. La facilité d'entretien est un autre point fort. Les camions sont conçus pour être démontés et remis en service rapidement avec un outillage limité. Cette simplicité mécanique a largement contribué à la longévité de modèles comme le GBC, le GLR ou le GBH. Enfin, Berliet a su ajuster ses véhicules au retour d'expérience des utilisateurs. Suspension renforcée, adaptation des rapports de pont, version spécifique pour carrière ou grand chantier. Chaque innovation est donc directement liée à des problèmes réels sur le terrain. En résumé, l'innovation chez Berliet n'a jamais été un exercice de style. C'était une réponse directe et concrète aux besoins du chantier, avec des camions robustes, réparables et durables, parfaitement adaptés aux exigences de l'époque. Les sources montrent que Berliet a corrigé de nombreux problèmes remontés du terrain, notamment ajustement des suspensions pour les pistes africaines, conception de rapports de pont différents selon les missions, création de versions renforcées pour les carrières et gros chantiers. Fondation Berliet. Dossier de développement. En résumé, l'innovation chez Berliet, ce n'était pas des effets de style. C'était une manière très française et très directe de répondre aux contraintes réelles du chantier en s'appuyant sur une mécanique compréhensible, réparable et durable. C'est exactement ce que montrent les archives. Limites et difficultés, rachat et fin de la marque. Berliet ne disparaît pas du jour au lendemain. C'est un processus qui se déroule sur plusieurs années, avec des influences stratégiques, des rachats, des fusions et finalement un héritage transformé. Influence Citroën, 1967-1974. En août 1967, Berliet passe sous le contrôle de Citroën. Les actionnaires Berliet reçoivent des actions Citroën en échange de leur part. À cette époque, Citroën, via Michelin, détient une part importante et le rapprochement vise à renforcer la présence de Berliet sur le marché des véhicules lourds. Cette alliance marque le début d'un virage capitalistique majeur. Berliet n'est plus totalement indépendant, mais commence à devenir un acteur intégré à des groupes industriels plus larges. Reprise par Renault, 1974. En décembre 1974, les pouvoirs publics imposent à Michelin, actionnaire de Citroën et Berliet, de céder Berliet à Renault. Cet achat n'est pas anodin. Selon des archives économiques, la transaction serait de l'ordre de 480 millions de francs, beaucoup plus que la valeur boursière du moment, ce qui montre à quel point l'État et Renault considèrent Berliet comme un actif stratégique. Avec cette reprise, Berliet entre dans le giron de Renault, mais l'identité industrielle du constructeur reste encore partiellement préservée. Ce n'est pas une extinction immédiate. En 1978, Berliet fusionne avec Saviem, la division poids lourd de Renault, pour former Renault Véhicules Industriels, RVI. Cette fusion est décidée officiellement lors d'une assemblée générale en septembre 1978. À la suite de cette fusion, les deux marques, Berliet et Saviem, sont absorbées sous la bannière RVI. Le nouveau groupe conserve le savoir-faire poids lourd, mais la marque Berliet commence à s'effacer progressivement des modèles produits. Ce n'est que là qu'une extinction immédiate. À partir d'avril 1980, la marque Berliet est retirée des nouveaux modèles de camions. Les produits adoptaient alors le logo Renault. Cette décision marque la fin effective de Berliet comme nom industriel sur les véhicules de chantier ou de transport. Le losange Renault prend le relais. En janvier 1982, Paul Berliet fonde la fondation de l'automobile Marius Berliet, reconnue d'utilité publique, pour préserver l'histoire industrielle de la marque. La fondation rassemble non seulement des camions, des bus et des moteurs, mais aussi un centre d'archives très complet, avec plus de 300 000 références documentaires. Elle conservait également des véhicules historiques Berliet restaurés pour que les générations d'aujourd'hui puissent voir et toucher ce que les chantiers d'autrefois utilisaient. Pour résumer, si vous me suivez bien, le rachat par Renault et la fusion avec Saviem marquent la fin progressive de Berliet en tant que marque indépendante. Mais le savoir-faire industriel, la technique et l'identité poids lourd français ne disparaissent pas. Ils sont incorporés dans RVI puis Renault Truck. Grâce à la fondation, la mémoire Berliet est vivante. Les archives, les camions restaurés et toute l'histoire sont conservés pour les passionnés, les chercheurs et les artisans. Et maintenant, c'est à vous de jouer.
Partagez vos souvenirs de chantier avec des berliers dans les commentaires. Avez-vous déjà travaillé sur un GBC, un GR ou un GBH? Ou connaissez-vous quelqu'un qui a ces machines encore en activité ou en restauration? Vos anecdotes font vivre cette histoire autant que les camions eux-mêmes. N'oubliez pas de vous abonner à BTP Power pour ne rien manquer de nos plongées dans l'histoire des machines françaises, de leurs légendes et de leurs anecdotes. À bientôt!